conférence en ligne afin de vous éclairer au maximum sur ce que propose Eloi pour les porteurs de projets. Donc, je suis en direct aujourd'hui avec Maxime et François, les fondateurs d'Eloi. Salut Maxime, salut François. Bonjour Camille. Salut Camille, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis très heureuse d'animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, je ne suis pas à Retier comme prévu pour le Salon de la Terre et notre métier, mais j'anime cette conférence depuis Poulan-sur-Mer, dans le Finistère. J'ai passé 4 mois de stage chez Eloi et maintenant, je suis partie faire un tour de France des fermes innovantes pour découvrir et s'inspirer de nouvelles pratiques. Donc, en parallèle, je continue de travailler avec Eloi afin de leur faire part de toutes mes découvertes sur le terrain. En ce moment, d'ailleurs, je suis un couple de paysans meuniers boulangers. Ça ne chôme pas entre les champs, la meunerie, la boulangerie. Il n'y a pas tellement le temps de s'ennuyer. Mais aujourd'hui, j'ai quitté mes bottes le temps d'une petite heure pour vous présenter une entreprise qui pourra vous être bien utile pour votre installation, Eloi. Alors, n'hésitez pas, surtout, comme je vous l'ai dit, à partager vos questions dans la chat box au fur et à mesure. On tentera d'y répondre au fil de la discussion et à la fin de la présentation, pour avoir quand même un peu l'impression de dialoguer malgré cette distance et cette conférence en ligne. Donc, pour commencer, inutile de s'attarder sur une longue présentation du parcours de François et Maxime, car la liste de leur expérience serait bien trop longue. Tous les deux, serial entrepreneurs, ils ont monté plusieurs boîtes à succès et sont désormais jeunes papas ou papas jeunes. Et ils ont créé Eloi afin de mettre leur expérience et tout leur savoir et leur énergie au service de la transition écologique avec une véritable volonté d'impact écologique et sociétal. Donc, rentrons dès maintenant dans le brut du sujet. Maxime, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Eloi et pourquoi tu as créé Eloi et quelle est notre mission ? Oui, merci Camille. Effectivement, donc comme tu l'as dit, on a voulu avec François se mettre plus au service de l'impact de la transition agroécologique. On pense que c'est un sujet qui est absolument massif en termes de perspectives et de solutions face aux défis du réchauffement climatique, de la disparition de la biodiversité, de la pollution de l'eau, mais aussi sociétale. Et donc, c'est ce qui nous a vraiment motivés à chercher une solution à grande échelle, et c'est ce que veut faire Eloi. Alors, pour vous qui êtes pour la plupart porteurs de projets, qui souhaitez vous installer et qui, évidemment, être les vrais acteurs de cette transition, vous avez peut-être constaté qu'il y a 2 verrous compliqués qu'Eloi veut lever, qui est l'accès au foncier pour lancer vos projets agroécologiques, qui est un sujet d'une assez grande difficulté, assez grande complexité, d'une part, et il y a un deuxième sujet qui est compliqué quand on veut se lancer, qui est le financement. Et donc, Eloi veut mettre à disposition, et on va vous expliquer comment, des solutions pour répondre à ces 2 contraintes-là, qui permettront de débloquer en fait toute une génération qui souhaite se mettre au service de la transition agroécologique. En cherchant un peu notre modèle et en rencontrant différents acteurs du monde agricole, on s'est rendu compte qu'on rendait aussi potentiellement un autre service dans la transmission des fermes, puisque pour mettre ce foncier disponible, Eloi va racheter des fermes qui ont de plus en plus de difficultés à se transmettre, qui dans 40% des cas vont à l'agrandissement. Et dans les 10 ans qui viennent, 40% des agriculteurs partiront à la retraite, ce qui va représenter 180 000 exploitations et des millions d'hectares de terres qui pourraient aller à l'agrandissement si on ne les convertit pas pour y installer des jeunes qui veulent faire de l'agroécologie. Donc on a vraiment cette mission-là. Ce que fait Eloi sur ces fermes que l'on rachète, c'est qu'on y installe des grappes de fermes. Alors oui, une grappe, mais c'est quoi exactement? Une grappe, du coup, c'est un regroupement de plusieurs fermes, là où aujourd'hui, ou plutôt hier, il n'y avait qu'une seule ferme. Fondamentalement, on a eu un mouvement, comme le rappelait Maxime, qui est un mouvement d'agrandissement de fermes qui a eu lieu, qui est toujours en cours, mais qui a l'œuvre depuis une grosse cinquantaine d'années, où les fermes, du coup, à mesure des transmissions qui n'installaient pas de nouveaux porteurs de projets, ont grandi, sont passés de logiques de polyculture à des logiques de culture unique et d'ateliers agricoles uniques. Et fondamentalement, avec les grappes, on vient prendre un peu le contre-pied de ça pour, sur une ferme qui était une ferme, mettons,
aujourd'hui d'élevage bovin laitier et qui ne fait que ça, et qui fait 80 hectares, construire plusieurs fermes plus petites qui sont sur des ateliers agricoles complémentaires. Donc mettons, si on prend toujours cette ferme-là, l'idée c'est que demain, il y ait toujours de l'élevage bovin laitier pour réutiliser tout le savoir-faire, tous les bâtiments, tout ce qui est en place pour permettre cette production-là, mais que cet atelier soit sur une surface qui est plus petite, plus réduite, et qu'il ça libère du coup des terres, que ça libère des bâtiments agricoles pour pouvoir héberger sur cette grappe d'autres ateliers. Alors les autres ateliers possibles, ça peut être des grandes cultures en céréales, ça peut être du maraîchage, ça peut être de l'agroforesterie. L'idée, c'est de pouvoir avoir des ateliers qui soient complémentaires pour pouvoir avoir des synergies agronomiques, pour que les productions des uns servent aux autres, avoir des synergies aussi sur la commercialisation, avoir sur cette grappe de ferme, du coup, un panel de production agricole qui soit suffisamment large pour pouvoir, derrière, avoir des synergies pour aller au marché et tenir un stand ensemble, pour pouvoir tenir une boutique à la ferme et que ça soit pertinent, du coup, pour les consommateurs de venir se rendre à la ferme parce qu'ils pourront trouver un large panel de produits. Et puis surtout, ce que ça permet, évidemment, c'est de pouvoir répartir le coût d'acquisition entre plusieurs porteurs de projets, plusieurs ateliers, et rendre possible une transmission, une installation, là où, sur le contexte actuel, ça ne l'était pas forcément. Et effectivement, une grappe, comme disait Maxime, ça a aussi vocation, donc assez directement avec beaucoup de préceptes de l'agroécologie et de rendre tout ça rentable, parce que c'est important, ça a vocation à pouvoir internaliser, à chaque fois que ça sera possible, la transformation, pour permettre du coup aux porteurs de projets, à vous, du coup, d'être sur des sujets qui sont rentables et qui vous permettent de mieux vivre. Et également, du coup, sur la distribution, on est sur des logiques de circuit court, avec vente directe ou pas, mais dans tous les cas de circuit court. Ok, et du coup, tous les ateliers sont possibles? Alors, ils sont tous bienvenus. Tous les ateliers sont bienvenus. Après, ils ne sont pas tous possibles sur toutes les fermes. On va voir ça en détail, mais les fermes ne permettent pas d'accueillir à chaque fois l'ensemble des ateliers. Ça dépend évidemment de beaucoup de choses. Ça dépend des qualités agronomiques du site. Ça dépend aussi du territoire dans lequel on se situe. Donc voilà, mais on va voir ça plus en détail. Ok, ça marche, c'est un peu plus clair. Donc, si aujourd'hui, je suis porteuse d'un projet d'installation et que je fais appel à Eloi, à quel niveau Eloi peut m'être utile? Du coup, il y a trois choses. C'est que d'abord, on va vous proposer un foncier qui est cohérent avec votre projet. Donc voilà, si vous souhaitez faire du maraîchage sur 3 hectares, une maison d'habitation et un petit peu de bâtiment agricole de manière proportionnée avec votre atelier, on va rendre ce type de foncier disponible là où aujourd'hui c'est très difficile à trouver. La deuxième chose, c'est que vous allez vous installer avec des voisins qui sont en très forte synergie avec votre activité et que donc si vous avez une vision de votre activité qui n'est pas forcément incompatible avec l'idée de prendre des week-ends ou pourquoi pas des vacances, vous allez évidemment dans ce modèle-là pouvoir vous y retrouver, mais aussi créer des synergies, comme l'a dit François, pour aller au marché, pour faire de la rotation de foncier avec vos voisins et utiliser au mieux le potentiel du site. Et puis la troisième chose sur laquelle Eloi va rendre service, on disait on propose un financement et ce que permet ce financement, en fait, au-delà de vous rendre accessible le financement, ce qui est déjà une bonne chose, mais aussi c'est un financement qui préserve les capacités d'investissement sur les premières années. Et ça, c'est absolument essentiel dans une activité agricole qui se lance. Ok, d'accord, mais du coup, quand tu dis que Eloi trouve un foncier adapté, c'est quoi exactement? Il y a des critères prédéfinis? Disons par exemple que je cherche une surface de 4 hectares pour m'installer en maraîchage dans le Finistère. Comment ça se passe concrètement avec Eloi? Concrètement, du coup, nous, ce qu'Eloi va faire, c'est qu'on va partir de la ferme. On part toujours de là parce que c'est là qu'il y a les réponses. Donc, on va identifier une ferme qui est adaptée à être transmise via la modalité d'Eloi, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité, par la surface de terre qu'elle a, par les bâtiments du coup qui sont présents et la disposition de tout ça, à pouvoir accueillir plusieurs ateliers. Le premier travail qu'on va faire côté Eloi, c'est de pouvoir définir les ateliers qui sont possibles et préciser les contours de ces ateliers. Et pour faire ça, on va, comme je disais tout à l'heure, mais en un peu plus en détail ici, on va
regarder agronomiquement du coup le potentiel, donc quelles sont la surface des terres, comment est-ce qu'elles sont réparties, est-ce qu'elles sont drainées ou pas, est-ce qu'il y a de l'irrigation ou pas, le type de terre qu'il y a, les rendements qu'il y avait sur les productions précédentes. Donc ça, c'est la partie plutôt agronomique qui s'étend aussi au bâtiment pour savoir du coup quelles sont les qualités des bâtiments qui sont déjà présents, quelles sont leurs possibilités d'évolution. Donc ça, c'est la partie qui regarde vraiment la ferme. Après, on va regarder le marché des circuits courts. Donc là-dessus, on va beaucoup parler avec les mairies, avec les communautés de communes, avec les agriculteurs voisins qui sont d'ores et déjà installés sur ces logiques de production avec circuits courts. Le but, c'est de pouvoir s'assurer que les ateliers qu'on va définir auront des débouchés et correspondront aux attentes des territoires, du coup, sur les productions. Là-dessus, ça va nous permettre de nous dire, bah voilà, si on croise l'ensemble de ces éléments, on va être en mesure d'avoir, je ne sais pas, un atelier d'élevage, un atelier de grande culture céréalière, et donc un atelier de maraîchage sur, effectivement, 4 hectares, ce qui est une assez bonne taille standard, du coup, sur un atelier de maraîchage. Et c'est ça qu'on va définir. Ensuite, la manière dont ça se passe, c'est que nous, on va publier, du coup, cette unité foncière, donc un lot de maraîchage de 4 hectares avec des bâtiments et des hangars de stockage adaptés par rapport à ce site-là. On va le publier sur notre site, on va le publier sur le site de nos partenaires et ça va vous permettre, vous, porteurs de projet, de pouvoir vous positionner sur cette ferme-là, sur cet atelier, si vous avez un projet de maraîchage qui colle. Je précise aussi du coup qu'il est possible qu'il y ait aussi des maisons sur les exploitations. Et donc, de la même manière, on postera du coup les maisons qui sont disponibles. On réservera bien évidemment, quand il y a des maisons, la priorité aux éleveurs, parce qu'eux, ils ont besoin nécessairement de se loger sur site. Mais il y a quand même pas mal de sites sur lesquels il y a un nombre significatif de maisons et qui d'ailleurs souvent correspondent à des fermes qui ont des difficultés à se transmettre parce qu'elles ont beaucoup de maisons. Et dans le modèle éloi de création grappe, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc voilà, et puis ensuite, pour faire la suite du processus, côté éloi, on va gérer tout le processus d'acquisition. Vous allez évidemment visiter, vous allez nous dire si ça vous intéresse, et nous ensuite, on va s'assurer de pouvoir monter le groupe de grappeurs, on va pouvoir gérer du coup l'ensemble du processus d'acquisition, donc passer par les comités de la SAFER pour avoir le droit d'acheter, vous aider dans l'obtention des autorisations d'exploiter, signer, et du coup vous accompagner dans la signature de l'ensemble des actes qui vous permettront de devenir propriétaire de votre ferme. Ok, ça marche. Et si les terres sont en location, est-ce que je peux passer sur une modalité de location du coup? Ça marche aussi. Alors, il y a plein de cas qui sont possibles. Il y a de tout aujourd'hui. C'est assez rare. Il y a des fermes où toutes les terres sont en propriété, d'autres où une partie est en propriété, une partie en location. Donc, quand c'est comme ça, on va évidemment travailler, notamment avec les SAFER, pour s'assurer que les baux suivent, pour que pendant qu'on fait tout ça, il n'y ait pas une partie des terres du coup qui s'échappe et qui fasse que du coup le ratio terre-bâtiment il soit plus très très bon. Et après, évidemment, vous avez toujours la possibilité de passer en location. Donc, vous pouvez l'organiser vous-même. On pourra, dans le futur, l'organiser pour vous également. Donc, de pouvoir faire porter, du coup, l'acquisition de votre foncier, donc de la partie terre, par une autre structure. Il y a notamment Terre de Liens, que vous devez évidemment tous connaître, qui travaille très concrètement sur ces sujets-là. Et on peut tout à fait envisager une installation avec des terres qui sont portées par Terre de Liens dans le cadre d'une installation éloi. Ok, ça marche, je comprends mieux. Et donc, comment ça se passe avec les autres agriculteurs qui sont eux aussi installés donc, sur le même site? On reste chacun indépendant dans nos activités? Oui, alors déjà, vous aurez un dénominateur commun, c'est que vous faites tous de l'agroécologie. Alors, pour la plupart du bio, et voilà, et Éloi regarde comment on peut s'ouvrir à d'autres labels qui sont intéressants. Il y en a qui sont d'ailleurs plus exigeants que le label AB, hein, donc il y a des ouvertures possibles. Et puis pour les grandes cultures, l'agriculture de conservation des sols est un élément intéressant. Évidemment, pour la captation du carbone dans le sol sur des grandes surfaces. Donc, vous aurez ce dénominateur commun. Ensuite, en tant qu'agriculteur sur une grappe éloi, vous vous installez non pas en colocataire, si vous voulez, du bien, qui mutualiseriez tout, mais vous êtes chacun autonome chez vous, c'est-à-dire que vous êtes des proches voisins qui allez avoir la propriété de votre activité, donc de vos bâtiments agricoles, de votre maison, le cas échéant, de vos terres, et vous allez créer avec ces proches voisins des synergies qui vous sont propres et qui vont être définies par vous. Comment concrètement on l'organise en fait, hein, c'est que
Lorsque les collectifs se constituent, bien sûr, ils se rencontrent, ils visitent le lieu. Éloi met en place de la facilitation pour que chacun puisse apprendre à se connaître, à s'exprimer et à exprimer les idées et les visions communes qu'il peut y avoir sur la grappe. Et à partir de ces visions communes, les grappeurs vont pouvoir définir eux-mêmes ce qu'ils ont envie de mettre en commun. Ce qu'ils vont mettre au sein d'une charte qui va définir les bonnes pratiques attendues par chacun et ce qui, éventuellement, ils vont décider de pouvoir s'imposer. Et il est possible d'avoir les deux niveaux de contraintes. Hein. Vous pouvez décider de mettre dans un cahier des charges qui impose, par exemple, que chacun ne crée pas sa boutique à la ferme, ce qui serait absurde. Et dans ce cas-là, si quelqu'un ne respectait pas ça, il pourrait techniquement être sorti de la grappe à travers un cahier des charges SAFER dans lequel on indiquerait ce que vous avez décidé d'interdire. Et si jamais, par contre, vous décidez de mettre en place une charte, elle est non contractuellement imposée à tous, c'est plutôt une charte d'intention de collaboration. Mais il est assez important pour Éloi, à partir du moment où c'est nous qui quelque part, faisons se rencontrer ces futurs proches voisins, que chacun puisse, le cas échéant, vivre indépendamment les uns des autres. C'est pas ce qu'on souhaite, évidemment, c'est pas ce qu'on le pense et on l'espère, dans la très grande majorité des cas se produira, mais quelque part, contractuellement et juridiquement, on est préparé à ce que quelqu'un puisse vivre finalement sa vie indépendamment des autres, le cas échéant. Ok, donc finalement, les grappeurs sont plus mes voisins que des colocataires. Donc, si maintenant je m'installe au sein d'une grappe en tant que maraîchère, je pourrais donc bénéficier, comme tu l'as dit, des synergies avec mes voisins. Donc, par exemple, utiliser le fumier de l'éleveur pour l'étendre sur mes champs, etc. Ça me semble plutôt pratique. C'est ça. Maintenant, je réfléchissais un peu au financement de mon installation. Je sais que les revenus de maraîchage sont plutôt limités les premières années. Donc, un emprunt à la banque risque d'être un peu lourd à porter pour mon installation. Est-ce que Éloi, justement, propose une solution pour les gens qui sont dans ma situation? Oui, tout à fait. Donc, du coup, on a effectivement dans les services qu'on propose cette possibilité d'aider sur le financement et de proposer un financement via Éloi, qui est en fait un portage. On va le voir en détail. Un point, c'est que c'est un élément qui est optionnel, c'est-à-dire que c'est assez indépendant du fait de pouvoir identifier une ferme et vous proposer un foncier adapté. Vous n'avez pas du tout l'obligation de passer par le financement proposé par Éloi. Si vous avez un financement bancaire du coup, qui vous est octroyé, on fonctionnera évidemment comme ça. Nous, l'idée, c'était de pouvoir ajouter cette brique additionnelle pour ceux qui en ont besoin, avec l'idée de pouvoir effectivement réduire les annuités de remboursement pendant les premières années qui sont les années les plus critiques. Parce qu'en fait, un projet agricole, par rapport à un projet d'installation d'entreprise plus classique, c'est un peu plus long pour trouver son rythme de croisière en production et en commercialisation. La manière dont ça fonctionne, c'est que nous, en fait, on vous propose de devenir propriétaire en vous faisant un crédit. C'est un peu la même manière que si vous deveniez propriétaire en ayant un crédit auprès de la banque, sauf que, en fait, le crédit, ce n'est pas la banque qui vous le fait, mais c'est celui qui vous vend votre ferme. Et la manière dont ça fonctionne pour pouvoir réduire vos annuités, c'est que sur une partie de la somme, disons la moitié pour faire simple, vous n'avez, pendant une durée maximale de 7 ans, pas à rembourser le capital. Vous payez des intérêts dessus, mais vous ne remboursez pas de capital. Puis même au début, on vous demande même pas de rembourser l'intérêt du tout. L'idée de tout ça, c'est vraiment de pouvoir alléger, encore une fois, très très fortement les mensualités ou les annuités. Enfin, c'est pareil, hein, de remboursement des premières années. Oula, ok, mais ça veut dire quoi concrètement du coup? Ouais, on va prendre un cas concret, c'est effectivement plus simple. Alors, désolé pour la partie chiffrée. Si on prend du coup un petit exemple qui est calé sur un besoin de financement de 100 000 euros, alors on va faire déjà la légende. Donc, du coup, tout ce qui est en jaune là, les petites barres jaunes, c'est ce que ça coûte lorsqu'on s'adresse pour financer 100 000 euros auprès d'une banque. Donc sur un crédit classique, hein, amortissable, sur 20 ans ici. Et ce que vous avez en orange, c'est les mensualités que Éloi pourrait vous proposer sur ces fameuses 7 premières années. Donc ce qu'on voit, c'est que, et encore une fois, grâce au fait de ne pas avoir remboursé le capital sur une partie de la somme,
on est en capacité de vous proposer un financement où, au lieu d'avoir 500 € tous les mois à sortir pour rembourser votre emprunt, vous avez une mensualité qui, pendant les 2 premières années, est à 300 €, puis 350, parce qu'il y a une partie d'intérêt du coup, qui devient due, puis ensuite 400 €. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est 300 € les deux premières années, puis on passe pendant encore 2 ans à 350, puis ensuite ça passe à 400 à partir de la fin de la 4e année. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même une partie du capital sur lequel vous remboursez du capital. Et l'avantage de ça, c'est qu'au bout d'un moment, donc ça arrive à environ 5-6 ans, le capital que vous avez remboursé vous permet derrière d'aller voir la banque en disant bah, écoutez, j'étais sur 100 000 €, mais en fait j'en ai déjà remboursé 25 ou 30, donc j'ai besoin de 70 000 € pour refinancer mon bien et sortir de cette modalité de financement. Et vous le faites dans un monde où bah, déjà c'est 70 et pas 100. Et vous avez d'ores et déjà l'historique de votre exploitation qui fonctionne, qui a atteint son rythme de croisière. Et lorsque vous allez refinancer à ce moment-là, mettons 6 ans, financer ces 70 000 € auprès de la banque au bout de 6 ans, vous êtes sur la même annuité, la même mensualité que vous étiez dans le crédit vendeur qui a été mis en place par les lois. Donc vous restez sur une mensualité de 400 €. Donc l'avantage, c'est que pour la banque, c'est assez simple de montrer votre capacité à faire parce qu'en fait, vous venez avoir une mensualité dont vous avez déjà démontré que vous étiez en capacité de la rembourser. Et pendant toute cette période-là, donc si on prend sur ici 7 ans, bah, vous avez évité 12 000 € de débours. Donc il y a 12 000 € de dépenses qui n'ont pas été faites. Et ces 12 000 € qui peuvent permettre de faire différentes choses. Ça peut permettre de vous payer mieux, ça peut permettre de faire des investissements pour améliorer votre outil productif, ça peut permettre de faire un ensemble de choses. Et en tout cas, l'idée, c'est que ça vous donne de l'air pour faire arriver votre rentabilité, pour vous donner du temps de vous installer, parce qu'on sait que cette phase, elle est cruciale. Ok, donc si j'ai bien compris, pour un montant par exemple de 300 000 €, je rembourserai 900 € par mois avec un financement Eloi, au lieu de 1 500 € avec un financement bancaire classique. Ok, okay. C'est quand même non négligeable. Donc, pour récapituler, être sûr, peut-être qu'on n'ait perdu personne. Donc, Eloi intervient pour trouver la ferme adaptée, constituer une grappe et proposer un financement optimal. Ok, disons que je suis convaincue. Maintenant, si je veux rejoindre une grappe Eloi, comment je dois procéder? Et je vois qu'il y a plein de questions, alors j'en profite juste pour dire qu'on y répondra, on répondra au maximum aux questions plutôt à la fin, puisque du coup dans la présentation vous aurez certaines de vos réponses. Mais ouais, donc pour rejoindre une grappe Eloi, il est nécessaire d'avoir un diplôme agricole et d'avoir avancé son parcours à l'installation à la Chambre d'agriculture. C'est important pour Eloi. Pourquoi? Parce que on s'est inscrit, comme on vous le disait, dans une démarche où on veut agir à grande échelle au niveau du territoire national. Il y a 20 000 fermes par an qui se transmettent, hein, pour vous donner l'idée. Donc il y a un périmètre d'action qui est large. Et si on veut le faire, on a souhaité dès le départ le faire quelque part main dans la main avec les organisations du monde agricole, de manière à pouvoir justement le faire dans de bonnes conditions pour les porteurs de projets qui s'installent. Notamment, François parlait tout à l'heure de l'obtention des autorisations d'exploiter, mais c'est pas le seul sujet. Enfin, pour qu'Eloi puisse racheter les fermes, il faut que les porteurs de projets soient identifiés et soient aussi dans ce parcours et dans cette démarche. Par ailleurs, on voit que ces démarches-là permettent aux porteurs de projets de sécuriser leurs projets en créant leur plan économique et d'anticiper un certain nombre d'enjeux et de problématiques liés à leur installation. Donc, on demande ça en prérequis. Vous pouvez ne pas avoir terminé, par contre, votre parcours à l'installation. On peut vous donner accès, du coup, à une grappe et vous aurez le loisir de le terminer par la suite. Il faut que, évidemment, vous soyez sur un projet agroécologique. Voilà, donc on regarde évidemment ça de près pour que ça soit compatible avec l'action qu'on souhaite avoir chez Eloi, d'une part, mais aussi pour qu'il y ait une compatibilité avec vos voisins.
Et puis, si vous souhaitez devenir propriétaire, effectivement, avoir un apport financier qui est modéré, qui est plus modéré que ce que demanderait le monde bancaire de manière générale. On est de l'ordre de 10% du montant du projet que vous souhaitez financer, qui est nécessaire comme apport pour pouvoir rejoindre via Eloi votre activité. Et du coup, la façon dont vous pouvez faire, hein, si ça vous intéresse, c'est simplement vous rendre sur le site internet eloi.eu. Vous pouvez poser votre candidature. Donc, on a un petit formulaire qui vous permet de décrire le projet que vous souhaitez mener, le nombre d'hectares qu'il vous faut, le nombre de bâtiments agricoles, etc. Et à ce moment-là, vous serez rappelé en fait par les équipes d'Eloi, déjà pour mieux vous connaître, et puis ensuite au moment où une ferme correspondra à l'activité que vous souhaitez développer. Donc évidemment, les premiers arrivés seront là-dessus en ordre de priorité sur les fermes quand elles seront disponibles sur le secteur qui vous intéresse. Ok, super, je vois qu'il y a plein de questions, c'est génial, on y répondra à la fin de la présentation. Du coup, on se demandait aussi, est-ce que vous avez déjà des projets en cours? Ouais, tout à fait. Peut-être avant de parler des projets concrets, peut-être vous parler des régions sur lesquelles on est d'ores et déjà actif aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu exclusif de certaines régions. Donc, il y en a certaines sur lesquelles on a déjà des choses avancées. Donc, on va être globalement sur le Grand Ouest aujourd'hui, c'est-à-dire Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. On regarde également le centre Val-de-Loire. Et ça, c'est les régions sur lesquelles on est aujourd'hui actif sur de la recherche de fermes, sur l'identification de fermes qui peuvent accueillir des grappes et sur lesquelles on va être sur des recherches à court terme pour les mois qui viennent, l'année d'installation 2021, de porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Pour les autres régions, ça sera certainement un tout petit peu plus tard. Dans les sujets très court terme, peut-être il y en a un dont on peut parler, parce que vous allez voir arriver très très prochainement sur notre site les appels à candidature. On est en Loire-Atlantique très avancé là sur une ferme qui est aujourd'hui une ferme bio de laitière de 95 hectares et sur lesquels on va installer évidemment donc un éleveur laitier en bio, un maraîcher et un atelier de grande culture qui peut prendre plusieurs formes, qui peut prendre forme de céréales avec transformation, pourquoi pas du porc plein air. Là-dessus, les choses sont un peu plus ouvertes. Dans tous les cas, comme le disait Maxime, n'hésitez pas à venir régulièrement sur notre site, à nous transmettre du coup votre projet d'installation via le formulaire qui est présent sur notre site, à nous suivre sur les réseaux également. Ça nous permettra de pouvoir vous transmettre du coup le plus rapidement possible les grappes, les fermes du coup qui sont ouvertes et sur lesquelles vous pourrez vous positionner. Et puis dans tous les cas, même si ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas des choses tout de suite, ça permet de se connaître et de prendre date. Ok, super. Et du coup, avant de répondre à toutes les questions, c'est l'occasion de se rappeler aussi que si on est tous réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on partage tous une volonté d'impact grâce à l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment aussi Eloi répond à cette volonté d'impact? Oui, effectivement, ça c'est important de la rappeler. Hein. On est, je pense, à un moment critique pour l'humanité, hein, tout simplement. On est face à ce challenge immense du réchauffement climatique, de la disparition des écosystèmes. Et la solution, elle est sous nos pieds. Hein. On voit ce qui a été déjà discuté et partagé aux accords de Paris, que 4 pour 1000 de stockage de carbone dans le sol supplémentaire permettrait d'absorber toutes les nouvelles émissions du monde entier en termes de carbone. Bien sûr, en reprenant des fermes et en y installant des pratiques vertueuses en agroécologie, on va permettre ce stockage de carbone dans le sol qui est une solution massive sur ces sujets-là. Donc c'est important de se le rappeler. Évidemment, l'agriculture est le premier consommateur et malheureusement pollueur d'eau. Donc c'est un impact là encore majeur pour l'écosystème. Et vous savez tous que on a des situations dramatiques en termes de biodiversité et d'espèces
animales, insectes qui disparaissent en ce moment, et que bien sûr ces pratiques là encore, de revenir à de la polyculture élevage raisonné, de replanter des arbres dans ces exploitations va permettre de recréer ces zones de biodiversité. Le tout en plus en créant des emplois, parce que évidemment si on perd 180 000 exploitations dans les 10 ans, on perdra une grande partie de ces emplois, puisque quand elles sont reprises, souvent les fermes ne créent pas forcément d'emplois, hein. On est sur des voisins qui vont reprendre et qui vont gérer eux seuls avec du matériel très performant de plus en plus de surface. Là où, en fait, évidemment, si on reprend 180 000 fermes, on peut inverser cette tendance et même développer plus d'actifs agricoles qu'il n'y en avait sur les précédentes fermes. Donc voilà, c'est important de revenir sur ces impacts parce que c'est vraiment ce qui fonde notre action et on est convaincu que là, autour de la table, c'est également ce qui vous motive en partie à vous intéresser à ces sujets-là. Ok, super. Bah alors, on perd pas plus de temps avec des explications. Là, on va enchaîner directement sur les questions qui sont vraiment foisonnantes et toutes super intéressantes. Notamment, il y a une question qui est revenue 2 fois, une question de Loïc et Vladimir. D'où viennent les financements des lois? Alors, sur les financements, on travaille aujourd'hui avec ce qu'on appelle des family office. C'est des personnes qui ont un patrimoine et qui ont une vraie volonté de pouvoir faire arriver cette transition agroécologique et qui, du coup, financent finance du coup l'acquisition des fermes. On vient évidemment compléter ça avec du financement bancaire et ça permet justement de pouvoir avoir les capitaux qui sont importants. Acheter une ferme en entier, on le voit bien, quand elle fait une centaine d'hectares, c'est cher. Donc ça permet de faire ça. Et ça permet aussi de pouvoir avoir la souplesse nécessaire pour pouvoir mettre en place le financement proposé par Eloi. Après, on travaille aussi avec évidemment des acteurs publics qui ont vocation à financer tout ça, mais c'est souvent des initiatives privées et individuelles qui permettent de lancer la mécanique. Mais on a bien évidemment bon espoir que la puissance publique vienne aider sur tout ça. Il y a une question donc toujours sur le financement de Damien qui demande est-ce que Eloi est pur fournisseur de dettes et projet ou est associé? Alors, je suis pas sûr de tout à fait comprendre la question. Et nous, Eloi, on vient vraiment vous aider à avoir le foncier adapté. On peut être également, du coup, le fournisseur de dette si vous en avez besoin, mais dans tous les cas, on n'a pas vocation à être dans votre exploitation. C'est votre société d'exploitation. On ne sera jamais associé de votre société d'exploitation, c'est la vôtre. On va vous aider à avoir le foncier qui va vous permettre de vous installer, mais vous êtes autonome, indépendant, libre. Et donc, du coup, la conséquence de ça, c'est que quand la société d'investissement qui porte les crédits vendeurs, si certains porteurs de projets y ont consenti, a été complètement remboursée par les différents porteurs de projets, cette société, elle est dissoute. Et du coup, Eloi n'a plus rien à voir avec la grappe qui est lancée. Vous êtes complètement autonome. Et chez vous, vous l'êtes d'ailleurs dès le départ, hein, parce que quand vous êtes installé, on est là que comme financeur si vous décidez de faire appel à nous, mais on ne se mêle pas des aspects agricoles de votre exploitation. Ok, et toujours donc une question en termes de financement de Clémence qui demande si j'ai bien compris, on doit prendre un emprunt bancaire au bout de 6 ans pour rembourser le solde à Eloi. En fait, effectivement, vous êtes sur le fait d'acheter. Donc, acheter, sauf à ce que vous ayez l'intégralité des fonds disponibles, vous avez besoin d'emprunter. Ce qu'on vous propose, du coup, dans ce cas du crédit vendeur, c'est de ne pas prendre l'emprunt tout de suite auprès de la banque si vous n'êtes pas en capacité de le faire et si la banque n'est pas en mesure de vous l'accorder, mais de pouvoir retarder effectivement cette étape pour pouvoir avoir tous les avantages qu'on a vus dans cette période, avec notamment les mensualités abaissées. Et effectivement, à l'issue de cette phase-là, donc c'est 7 ans et pas 6, pour pouvoir sortir de ce financement, oui, si vous n'avez pas l'apport complet, il y a le fait de prendre un emprunt à la banque pour le faire, tout à fait. Et une dernière question donc, de financement, toujours, un financement qui Décidément. Merci beaucoup. Il y a Clignot qui demande si la durée de crédit est allongée pour alléger les mensualités. Alors, de fait, oui.
Oui et non, enfin, c'est vous qui allez le définir. On vient mettre en place une première période qui peut aller jusqu'à 7 ans. C'est la période de financement via Eloi. Elle peut aller jusqu'à 7 ans, mais si vous voulez en sortir à 1 an, à 2 ans, à 4 ans, c'est possible. La période de financement, elle est allongée si, à l'issue de ça, vous prenez un crédit sur une durée aussi longue que vous l'auriez fait le premier jour. Et donc là, vous avez cette période de 1, 2, 3, 4, 5, 7 ans qui se rajoute. Donc ça va dépendre de sur quelle période vous refinancez derrière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va dépendre de vous, fondamentalement, de faire cet arbitrage-là, de vous dire, est-ce que je veux rembourser plus vite pour plus vite ne plus avoir ces charges-là, ou est-ce que je veux l'étaler un peu plus, parce qu'en fait, si je ne l'étale pas, ça ne passe pas, et je me mets en risque de ne pas y arriver, ou alors je ne vais pas arriver à me payer suffisamment. Donc c'est un arbitrage, et ça dépend fondamentalement de chacun. Mais on vous laisse la possibilité de choisir. Ah, j'ai parlé trop vite, François, les questions de financement continuent. Une question de Lisiane. Que se passe-t-il si le paysan n'est pas en capacité de rembourser et n'obtient pas d'emprunt? Effectivement, c'est un cas qu'il faut qu'on voit, et là-dessus, il faudra qu'on en discute nécessairement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. L'objectif qu'on va avoir chez Eloi, c'est que l'agriculteur qui est installé, s'il souhaite continuer son installation, il puisse la poursuivre. Et s'il n'arrive pas à rembourser son emprunt, il va falloir qu'on l'aide à passer sur une modalité qui lui permette de sortir de son emprunt tout en restant installé. Et il n'y a pas 10 milliards de modalités qui existent. C'est qu'une personne, du coup, tierce, vienne prendre l'investissement de ses terres, de son foncier, pour le lui louer. Donc là-dessus, on l'accompagnera pour trouver cette personne-là. Il y a des structures qui font ça, et c'est super. Et du coup, on travaillera avec lui à pouvoir faire arriver ça. Et une question de Camille. Comment est calculé le taux d'intérêt? Vas-y. Je peux prendre le point. En fait, le taux d'intérêt, il est répercuté sur ce qu'on a, nous, eu auprès des banques et des investisseurs. Donc, François expliquait tout à l'heure, nous, quand on achète une ferme, on fait financer en partie par des investisseurs, c'est 40%, et 60% par les banques. Donc, du coup, on répercute en fait les taux auprès des porteurs de projets sur le crédit vendeur. Il faut savoir qu'ensuite, il faut comparer les choses qui sont comparables. D'abord, ce financement proposé par Eloi, il est facultatif, hein, donc vous n'avez à le prendre que si vous pensez qu'il est bénéfique pour vous. Vous pouvez en sortir quand vous voulez pour refinancer à la banque si vous le souhaitez. Enfin, la partie qui est portée par les investisseurs, on n'est pas sur des taux très élevés, on est sur des taux compris entre 3 et 4%. C'est plus élevé qu'un taux bancaire, mais ces 3-4% portent sur 40% de votre bien, le reste c'est sur un taux bancaire classique. Et ce crédit vendeur, on considère que vous allez le garder pendant en moyenne 4-5 ans, puisque au-delà, comme on l'a vu, ça devient plus favorable de faire refinancer à la banque. Du coup, vous allégez assez fortement vos annuités avec un taux moyen qui, du coup, va être la moyenne entre les 3% et les 1,5% de la banque, donc qui va être un peu entre les deux. Mais quand vous regardez en euros ce que ça représente comme impact sur coût taux d'intérêt versus l'allègement d'annuité que ça représente pour vous sur les premières années, ça reste, on le pense, un mécanisme hyper vertueux. Et les premiers porteurs de projets à qui, en tout cas, on a proposé le mécanisme, avaient plutôt tous tendance à vouloir partir dessus. Ok, super. Bon, j'ai l'impression qu'on en a fini avec les questions de financement. On va pouvoir passer à un sujet peut-être un peu plus fun, la création de grappes. Il y a eu pas mal de questions aussi à ce niveau-là. Il y a notamment Camille, toujours, qui demande, nous avons dans notre voisinage une ferme qui va être à reprendre. Pouvez-vous intervenir pour y installer une grappe? Il va falloir nous en dire un peu plus, mais dans ce cas-là, il faut nous envoyer un petit mail, un petit mail sur l'adresse contact qui est sur le site, et on pourra en reparler. Mais si effectivement c'est une ferme qui est suffisamment grande pour pouvoir installer plusieurs porteurs de projets, oui, ça se regarde très clairement. Ouais. Ensuite, il y a Christelle qui demande, est-ce qu'il y a une articulation de la proposition des lois avec un dispositif de portage de foncier avec la région, la SFR? Et si oui, comment ça se formalise?
Ouais, alors en fait, ce que vient faire Eloi, c'est se positionner pour aller racheter des fermes qui sont généralement des fermes, des projets autour d'1 million d'euros, hein, pour donner une idée de la taille des fermes sur lesquelles on intervient. Donc c'est des gros projets, généralement plus gros que ce que font les mécanismes de portage foncier, même s'il ne faut pas faire de généralité, puisqu'il y a des exceptions, il peut y avoir des évolutions, mais ce qu'on constate sur les portages région-département, c'est que c'est généralement des biens plus petits qu'ils ont la capacité à prendre. Et on vient apporter cette mission supplémentaire qui est de créer ces unités foncières pertinentes pour installer plusieurs porteurs de projets, ce qui ne fait pas proactivement partie du pur service de portage foncier. Donc là où ça s'articule, c'est qu'on va pouvoir sur des territoires aider à reprendre des fermes qui ont des difficultés de transmission, et elles sont encore une fois de plus en plus nombreuses et qui risqueraient de partir à autre chose qu'à l'agriculture ou à l'agrandissement. Et on va pouvoir s'articuler avec ces mécanismes de portage tout à fait. Si les porteurs de projets souhaitent plutôt être en location de leur foncier pour alléger leurs annuités, ils peuvent tout à fait passer par le portage foncier proposé dans la mesure où ils en sont d'accord. Hein. Donc là, du coup, ça dépend plus des lois d'accepter ou de refuser un porteur de projet qui souhaite mettre en place un mécanisme de portage foncier. Mais les porteurs de projet sont tout à fait libres, puisqu'ils vont acheter un foncier, de demander à monter un GFA citoyen pour financer le bien et le faire porter, soit par le portage région, soit par le portage terre de liens. Voilà, libre ensuite aux régions, à terre de liens, d'accepter ou pas de porter leur foncier. Ok, et maintenant on a une question de Perrine qui est un peu inquiète. Comment être sûr que la SAFER privilégie ce genre de projet? Car en Bretagne, les gros préemptent très souvent ce genre de projet. Ouais, et du coup, ça met le doigt sur une part assez importante de ce qu'on fait chez Eloi, une part significative du temps qu'on passe avec Maxime et avec l'ensemble des équipes, et aussi de travailler de manière très très étroite avec l'ensemble de ces acteurs publics qui sont actifs sur cette politique de gestion du foncier agricole, la SAFER en premier lieu. Et on a défini des modalités d'intervention, des cahiers des charges avec la SAFER pour rassurer fortement la SAFER sur le maintien de la destination agricole, le fait que les porteurs de projets qui seront installés auront des projets viables, cohérents avec le territoire, sur laquelle la SAFER pourra avoir vision également. Donc on s'inscrit côté Eloi sur des processus qui passent par la SAFER. On les a intégrés du coup dans le modèle, on a d'excellentes relations avec eux, et dans le processus d'acquisition d'une ferme par Eloi et de montage d'une grappe, on passe nécessairement du coup par un passage en comité SAFER, mais qu'on prépare très très fortement en amont pour s'assurer derrière que lorsque on se présente, on est le candidat prioritaire et préféré, entre guillemets. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qu'on est le bon candidat, et en tout cas pour cette ferme-là. Ok, super. Et là, il y a Agnès qui demande pourquoi pas d'autres régions. Est-ce que, par exemple, en Occitanie, on a des pistes? À ce stade, pas encore tout à fait. Pourquoi pas d'autres régions? Parce qu'avec nos petits bras, il faut on fait encore ce qu'on on y va étape par étape, mais ça fait clairement partie des régions sur lesquelles demain on a vocation à travailler également. L'ambition des lois, elle est nécessairement France entière, parce que les impacts qu'a présenté Maxime, ils sont d'autant plus importants qu'ils sont travaillés à l'échelle nationale, et de toute façon, les problématiques, les enjeux de transmission, d'installation, de création de foncier adapté, ils existent bien évidemment sur ces territoires également. Ok, ça marche. Maintenant, il y a d'autres questions donc, qui sont plus en lien avec la grappe en tant que telle. Est-ce que les grappes Eloi, c'est des GFA? Non, alors c'est pas des GFA, il peut y avoir des GFA au sein d'une grappe. Donc, comme on le disait, chacun s'installe dans la grappe en tant que propriétaire de son exploitation. Donc, on va créer des lots cohérents qui vont être ensuite proposés à des porteurs de projets qui veulent s'installer. Et chacun va s'installer selon la forme juridique qu'il souhaite. Donc, ça peut être en son nom propre, il peut s'installer sur une société agricole, il peut être en GFA avec sa conjointe, il peut y avoir différentes formes juridiques en fait qui vont cohabiter sur une grappe, puisque on va créer plusieurs sièges d'exploitation sur une ferme où préalablement il y en avait un seul.
Ensuite, il se peut que l'un des porteurs de projet, ou pourquoi pas tous conjointement, souhaite faire porter tout ou partie du foncier dans un GFA, et ils peuvent aussi l'envisager. Mais voilà, a priori, chacun est libre d'organiser sa structure juridique comme il le souhaite. Et les GRAP et lois ne mutualisent pas en fait les activités. Et c'est assez important dans notre philosophie. Ok. Et il y a Solène aussi qui demande, est-ce qu'il y a des échanges de terres pour l'assolement qui sont possibles au sein d'une grappe? Ouais, tout à fait. Et c'est évidemment le corollaire de ça. C'est-à-dire que le modèle, c'est effectivement que chacun soit propriétaire de ses terres. Après, on sait qu'il y a des systèmes agricoles qui ont besoin pour fonctionner de pouvoir être sur des surfaces un peu plus larges avec des logiques d'échange de parcelles. Et là-dessus, il y a toutes les modalités juridiques qui existent et qui sont évidemment encouragées pour pouvoir faire ça. Mais quelque part, la question de l'utilisation des terres, donc, qui est celle-ci, hein, le fait d'avoir un assolement commun, d'avoir des échanges de parcelles, est très indépendante de la propriété des terres. Est-ce qu'elle est individuelle ou est-ce qu'elle est en GFA? Donc c'est évidemment possible et encouragé. Ok, là il y a une question de Martin qui est super intéressante, qui demande, est-ce que Éloi propose un accompagnement ou une facilitation des collectifs qui se montent au sein d'une grappe? Ouais, donc ce que je peux développer un peu ce que je disais rapidement. En fait, nous on veut donner le coup d'envoi en fait au collectif. Donc on met en place une facilitation lors des rencontres initiales qui ont lieu entre grappeurs, de manière à ce qu'ils puissent apprendre à se connaître, apprendre à communiquer les uns avec les autres, apprendre à exprimer chacun leur projet, leur vision, et qu'ils puissent définir ensemble la vision commune. Ce qu'ils veulent s'interdire ou s'autoriser, voilà. Et donc ça, c'est Éloi qui va mettre à disposition un facilitateur externe à Éloi pour donner ce coup d'envoi. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a donné ce coup d'envoi, on aura sensibilisé l'ensemble des grappeurs à l'importance extrême d'avoir mis en place une gouvernance, d'avoir mis en place une charte, de s'être formé à la communication non violente, de s'être formé à l'écoute active, de s'être formé à un mode de gouvernance qui va bien. On n'est pas dans un collectif ultra intégré, encore une fois, hein, on est sur des voisins qui mettent des choses en commun, mais évidemment, ça nécessite de travailler, de collaborer ensemble néanmoins pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, on a vraiment à cœur de donner ce coup d'envoi. Mais ensuite, par contre, on se retire. Voilà, une fois que le collectif il est responsabilisé et qu'il a la base et le bagage pour pouvoir se lancer, il restera du travail à faire pour, évidemment, au quotidien, animer cette collaboration. Ok. Et une dernière question du coup concernant la grappe en tant que telle. Est-ce qu'on propose un accompagnement sur l'élaboration d'un business plan par atelier? Alors ça fait nécessairement partie du parcours. À un moment, il va falloir le faire, ça. Et nous, ce qu'on a souhaité faire sur Éloi, c'est de pouvoir, encore une fois, ne pas refaire des choses qui existent déjà et pouvoir apporter des éléments nouveaux et différents. Aujourd'hui, sur les parcours d'installation proposés par les chambres d'agriculture, il y a cet accompagnement au business plan. Donc, et ils le font objectivement plutôt très bien, parce qu'ils connaissent du coup les territoires, ils connaissent du coup les modèles économiques des différents ateliers, et ils sont en capacité de pouvoir vous accompagner fortement là-dessus. Donc nous, on va évidemment prendre un rôle dans tout ça, puisqu'on a besoin de s'assurer que, notamment pour la partie financement, que les business plans sont établis, que l'ensemble des prévisionnels du coup vont vous permettre de pouvoir vivre et vivre correctement de votre exploitation, vont vous permettre d'avoir le bon niveau d'ambition à la cible, mais aussi de prévoir cette phase de montée en puissance dont on sait qu'elle est parfois longue et parfois compliquée. Mais là-dessus, fondamentalement, on ne sera pas l'acteur de premier plan là-dessus. Il y en a qui le font bien, et nous, on s'assurera surtout de pouvoir vous mettre en relation et s'assurer que vous avez frappé aux portes, du coup, qui vous donneront l'ensemble des réponses là-dessus. Ok. Maintenant, on peut passer alors à des questions qui concernent plus la candidature. Est-ce qu'il y a des surfaces limites ou maximum pour installer donc son atelier? On a défini, en fait, nous, ce qui nous semblait
viable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on récupère une ferme, il n'y a pas un nombre infini de logements qui sont disponibles sur la ferme déjà, donc on doit composer avec les maisons qui existent, celles qui sont réhabilitables. Ce qui veut dire que voilà, on doit dimensionner. Et puis par ailleurs, il y a des bâtiments agricoles qui existent et qui font partie de l'équation. Et généralement, ça pèse financièrement. Ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros pour des bâtiments agricoles. Donc ensuite, il faut qu'on compose des ateliers qui vont être en mesure, sans prendre trop de maisons, de porter suffisamment les bâtiments agricoles, sachant que le foncier, les terres, c'est généralement pas le problème, tout le monde en veut. Donc voilà, et de ce fait, on est sur des activités qui vont s'échelonner entre 2 ou 3 hectares pour le maraîchage jusqu'à 50 hectares maximum pour l'élevage, on va dire. Voilà. C'est l'ordre d'idée. S'il y a un projet sur 55 hectares, on peut regarder. S'il y a un projet de maraîchage sur 1,5 hectare, on peut regarder. Mais on est plutôt voilà, sur des surfaces un peu significatives qui ont besoin d'un peu de bâti, qui vont, si on est dans le maraîchage, du coup être un peu au-delà de ce qu'on peut communément qualifier quand on parle de micro-fermes en permaculture sur quelques milliers de mètres carrés. Voilà, nous on soutient vraiment ce mouvement de la permaculture. Avec François, on est tous les deux partis de là. Hein. Enfin, je pense que vous reconnaîtrez peut-être dans les Grappellois l'inspiration des livres de Charles Hervé Gruyé et du Bec et Loin. Néanmoins, là où ça diverge un peu, c'est que face à la réalité que ces fermes coûtent cher, il faut pouvoir mettre des structures d'une certaine taille qui peuvent rester très fondamentalement agroécologiques et vertueuses, mais en étant un tout petit peu plus grandes que ces micro-fermes. Ok, super. Là, donc, il y a une question assez importante qui a été posée par Lucas, Samuel et Joséphine. Est-il possible d'arriver avec un projet de collectif déjà formé? Alors, oui, mais merci Camille de la poser, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. Je me dis que si tu oubliais celle-ci, j'allais la remettre sur le haut de la pile. Oui, tout à fait. Après, fondamentalement, ce qu'on présentait tout à l'heure, c'est qu'on part de la ferme. Donc, lorsqu'il y a des projets de collectifs déjà constitués, il y aura nécessairement besoin, parfois, de les adapter aux réalités de ce que permet la ferme. Est-ce qu'elle a la bonne surface? Est-ce qu'elle a le bon potentiel en circuit court sur les ateliers qui étaient envisagés? Ça rajoute évidemment une complexité de pouvoir ajuster déjà ce qui a été précalé, préconvenu au sein de ce collectif à la réalité du coup d'une ferme et de ce qu'elle permet. Donc, on n'est évidemment pas fermé à ce type de projet. Ça représente un challenge particulier et nous, fondamentalement, on va continuer à travailler sur cette modalité de pouvoir identifier des fermes, proposer des ateliers. Après, si on publie 3 ateliers sur une grappe et qu'il y a un collectif de 3 personnes et que les 3 correspondent, bah, c'est super en fait. Allons-y. Ok. Et est-ce que des projets qui sont non agricoles, comme le tourisme ou l'artisanat, est-ce qu'ils ont leur place aussi dans une grappe? Ils peuvent avoir leur place. Alors, il y a plusieurs choses. On a quand même une contrainte qu'on s'est fixée et qui nous va bien, hein, de la destination agricole des terres et de la maintenir. Donc, on signe nous-mêmes un cahier des charges au moment de l'acquisition de la ferme qui nous impose une destination agricole pendant 20 ans avec la SAFER, donc c'est le maximum. On fait signer aux grappeurs qui achètent également la même chose. Et donc, voilà. Donc, s'il s'agit en fait de racheter des fermes pour les convertir en tourisme, si elles y sont déjà et qu'on peut reprendre ou que c'est sur des surfaces limitées, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais voilà, il y a les contraintes du PLU, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est une chose. Si c'est un atelier qui inclut au sein de son activité, qui fait de l'agricole et qui en même temps veut faire de l'accueil à la ferme, bah, ça, par contre, c'est évidemment complètement compatible. Il est possible, dans une certaine limite, au sein d'une exploitation agricole qui fait vraiment de l'agricole, d'avoir une partie de son chiffre d'affaires générée par de l'accueil à la ferme, de la restauration, de la table d'hôte, etc. Et on a des projets de cette nature-là. Ceux-là, on les aime vraiment beaucoup. C'est ces projets qui mixent en fait à la fois la transformation, l'accueil, et on en a un certain nombre qu'on aimerait pouvoir installer.
Ok. Et maintenant, quelques petites questions pour finir sur Eloi. Il y a Loïc et Martin qui demandent comment on peut investir dans Eloi avec son propre argent. Ah, bah, pareil, il faut nous envoyer un petit mail et on en reparle. Voilà. Et ensuite, une question d'Emmanuel sur le modèle économique d'Eloi, comment ça fonctionne? En fait, Eloi, alors je n'aime pas aimer l'image, mais voilà, on va avoir une rémunération un peu comme peut l'avoir un agent immobilier. Bien sûr, on en fait beaucoup plus. Et on a des frais liés à cette création d'unités foncières cohérentes, mais c'est pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'on va prendre un certain pourcentage, proche d'ailleurs de ceux d'une agence, qu'on va intégrer dans le prix de vente des lots qu'on va créer. Et ça va permettre de financer toute l'activité et les charges externes liées à la recherche, l'achat, la constitution des grappes et la mise à disposition de ces lots. Ok, ça marche. Bah, on a répondu à quasiment l'intégralité des questions. Donc, on va pouvoir terminer cette réunion. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, parce que je pense qu'il faut un peu de temps aussi pour laisser digérer tout ce que vous avez appris. On y répondra avec plaisir, hein, à la fois sur nos réseaux ou à l'adresse mail. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sur notre site en remplissant le petit formulaire donc de porteur à projet. Ça nous permettra de rester en contact et de vous tenir au courant dès qu'on a un projet, une grappe qui se forme et qui correspond à vos besoins. Et merci à tous. Je vois des petits messages qui passent sur la chatbox. Nous aussi, on vous remercie. On est ravis du coup que sur ces sujets-là, il y ait cette énergie qui est l'ensemble de ces personnes qui sont intéressées. Fondamentalement, on a monté avec Maxime ce projet à destination des porteurs de projets et savoir que sur cette conférence, avec ces modalités-là, hein, à distance, sur la pause déj, vous soyez aussi nombreux et actifs, bah, ça fait chaud au cœur et ça donne encore plus envie de continuer sur ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.